Bien, bonjour les graphes et puis je vais essayer de vous faire un petit quelque chose sur les placements, alors je dirais bon père de famille, hein. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire ça, puis notamment une personne auquel je pense qui en a besoin, donc c'est l'occasion. Après, bon, c'est un sujet excessivement vaste, pas tellement complexe finalement quand on a un peu d'expérience ou d'habitude. Mais il y a quand même énormément de choses à dire. Donc je vais essayer d'aller au plus court. Voilà. Donc j'ai fait un petit plan. Donc le petit plan que je vais vous montrer tout de suite, euh, il est ici. Voilà. Euh, Déjà, je vais vous parler de la règle des trois ennemis, qui est une chose qui me vient faire familiale, c'est que en fait, quand vous faites des placements, vous avez toujours trois ennemis. Vous avez premièrement l'État, qui fonctionne à coup de fiscalité, de taxes, et on est les spécialistes européens de la chose. Voilà, donc ça, il faut en parler et il faut le prendre en compte. La deuxième chose, c'est vous allez travailler avec des institutions, donc des banquiers, des assureurs, des courtiers. Voilà, donc attention, ces gens-là ne sont pas vos amis, hein, c'est clair, ils sont là pour gagner leur vie. Donc s'ils peuvent gratter 1% sur votre dos, ils ne gêneront pas pour le faire. Donc soyez calculateur, réfléchis et allez au plus offrant. Donc ça c'est du bon sens. Et puis le troisième ennemi que vous avez, bah, c'est vous-même, puisque vous pouvez avoir tendance à penser que vous êtes le meilleur, le plus beau, le plus fort, et qu'en général, il y a toujours plus beau, plus intelligent et plus fort que soi. Donc attention, allez-y doucement, prenez votre temps et réfléchissez. Une fois, deux fois, trois fois, tournez la langue dans votre bouche, nanana, et prenez votre décision après. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut pratiquer, d'autant que quand on fait de l'investissement, on fait pas de l'investissement sur 3 jours ou une semaine, on fait de l'investissement pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voilà, 10 ans pour sa retraite, pourquoi pas, etc., etc. Voilà. Ok, bon, bah c'est vu. Donc maintenant, j'abandonne ça. Vous verrez qu'on va voir, on va discuter un peu de fiscalité, la fiscalité générale, la fiscalité du PEA, la fiscalité de l'assurance vie, j'irai très vite parce que bon, elle est très connue. Puis une fois que je vous aurai montré la générale et le PEA, vous allez arriver à la trouver. Il suffit d'aller sur Internet, vous allez trouver comment ça fonctionne. Je vous parlerai très vite aussi des frais bancaires et des frais des assureurs ou des frais des courtiers. Et puis après, on ira assez vite sur les questions que vous devez vous poser avant de faire vos investissements. Systématiquement, avant de faire un investissement, c'est quelle masse financière investir sur quelle durée? Voilà, qu'est-ce que vous avez en disponibilité et qui n'est pas nécessaire demain matin, dans 3 jours, dans 6 mois ou dans la période que vous souhaitez investir? Quelle capacité à accepter une perte sur cet investissement? Il faut savoir que quand on fait un investissement, la période la plus compliquée de mon point de vue, c'est la période d'entrée, c'est-à-dire à quel moment on met l'argent sur la table et on transforme cet argent liquide dans un produit. C'est le moment le plus délicat, c'est le moment le plus sensible. Et ce moment-là, il y a une technique, probablement de découpage à utiliser pour le faire le plus intelligemment possible. Donc ça viendra après, on en discutera et je ferai éventuellement un petit topo là-dessus. Mais techniquement, je dis bien techniquement et humainement, ça se gère très bien sur comment accepter cette perte parce qu'on regarde comment on va faire l'investissement, comment on va faire la porte d'entrée, comment on va rentrer, à quel moment on va rentrer, comment on va rentrer, pour combien de temps, etc. Ça se calcule. C'est assez technique, mais ça marche très très bien. Ça n'empêche pas qu'on peut se tromper. Après, il faut se poser la question, quelle capacité à investir annuellement, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui va se passer quand on aura mis effectivement ce pactole sur la table? Est-ce qu'on va arriver à le conforter, c'est-à-dire à abonder, à mettre 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros de plus par an là-dessus, pour essayer de le faire fructifier et surtout pour augmenter la vitesse effectivement de l'investissement.
Évidemment, ça dépend, du maintien, de l'amélioration ou de la dégradation de votre situation, professionnelle. La plupart des gens actuellement travaillent, les gens qui travaillent pas, comme les influenceurs ou d'autres personnes, font travailler les autres pour faire leurs investissements. Je crois que c'est assez clair et assez évident. Une fois que vous avez répondu à ces questions, sur une petite, feuille de papier avec un crayon de préférence, heu, quel véhicule de transport ou quelles institutions les plus adaptées à ce que je viens de d'imaginer pour mon investissement? Voilà, c'est pas compliqué. Après, je vous donnerai quelques liens, je vous montrerai en ligne, le site Amundi, ETF, le signe Morningstar, Quantalis, et puis comment on peut faire une recherche sur internet et qu'est-ce qu'on cherche en fait. Et puis après, la dernière phase, c'est faire les choix. Donc une fois que vous avez fait une petite approche de l'ensemble de situations, vous allez vous rendre compte que soit vous acceptez, vous voulez en fait faire un placement peu volatile, peu risqué pour le long terme, et là, inévitablement, vous irez vers un investissement immobilier obligataire ou de société civile de part immobilière. Donc, ce sont des investissements que l'on peut faire euh, par des véhicules mobiliers, c'est-à-dire des actions, des ETF, quelque chose comme ça, sans problème, hein. Il y a des ETF sur l'immobilier, il y a des ETF sur l'obligataire, il y a des ETF sur les SCPI, etc., etc. Voilà. Deuxième ligne, placé plutôt en mode action, c'est un peu plus dynamique, on va dire, un peu plus volatile, un peu plus risqué, donc, ok. Et là, on essaye de rechercher les secteurs finalement les plus recherchés, donc ceux qui en fait, parmi toutes les actions, sont les moins volatiles, les moins risqués, mais c'est quand même un peu plus risqué que la ligne précédente. En général, c'est des secteurs des banques. Voilà, il y a quand même quelques banques qui font faillite, mais bon, elles sont peu nombreuses et ça se passe à peu près une fois tous les 4-5 ans. Euh, les secteurs de l'énergie, les secteurs industriels qui sont assez recherchés, qui sont plutôt à la pointe, voilà, et on arrive à en trouver sans grande difficulté. Troisième type de placement, c'est des placements effectivement de type action directe, euh, ou dans des secteurs de type action, euh, au niveau des cycles économiques que l'on recherche. Donc ça demande un petit peu plus de technicité, mais c'est tout à fait accessible. Il suffit de dire, par exemple, le cycle des actions qui ont bien marché l'année dernière et qu'on avait prévu et qui a effectivement confirmé ça, c'était les commodités et les matières premières. Actuellement, vous verrez que tout le monde parle à la télévision des matières premières, de l'or et de l'argent. Et comme disent la plupart des traders et des bons traders, une fois qu'on commence à parler à la télé des phénomènes qui gagnent beaucoup d'argent, c'est le moment où effectivement les vrais investisseurs et les vrais spéculateurs ou les vrais traders ont commencé à prendre leurs bénéfices, au moins 50%, enfin 30, 25%, 33%, 50% de leurs bénéfices, et puis regardent un petit peu ce qui va se passer, et savoir s'ils vont rester ou partir complètement. Donc en 2026, il y a beaucoup de discussions actuellement, on attend des rotations de secteurs. Il semblerait, bon, la situation géopolitique est quand même assez perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les USA, l'Europe et puis cette espèce de guerre économique à outrance dans tous les domaines, qui va même quelquefois jusqu'à la guerre physique, mais ce sont des guerres économiques au départ. Donc le secteur des pays émergents, après il y a des identités particulières sur l'Inde, le Brésil, le Vietnam par exemple. Mais finalement en ce moment beaucoup de gens se reposent la question, et si finalement on investissait tout simplement en Europe, il y en a peut-être un peu assez de dire que l'Europe est le pays de toutes les catastrophes, et qu'on est des grands nuls, et qu'on sait rien faire, et qu'on n'a pas d'industrie, qu'on a tout bousillé, etc., etc. Mais finalement, l'Europe reste une zone économique et une zone de population relativement civilisée, relativement éduquée, euh, et qui a des capacités à la fois d'investissement encore et des capacités de développement et d'innovation. Après, il faut que l'Europe ait la volonté de le faire, mais on est dans une situation qui peut se discuter actuellement. Bon, voilà. Allez, hop, on a fait l'introduction, vite fait, et maintenant on va parler effectivement de la fiscalité. On va commencer par la fiscalité générale.
Voilà. Et j'ai préparé un petit. Je suis allé faire sur une visite sur bah, tout simplement le site, tout simplement le site impôt.gouv, hein, voilà, sur Internet, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Et alors, particularité, c'est qu'on est sur le barème 2025. Vous savez que le budget a été enfin voté après des péripéties multiples et très amusantes. Et bien entendu, les chiffres que vous avez ici seront modifiés. Donc ça va sortir au journal officiel dans 15 jours, 3 semaines, un mois maximum, je pense. Donc c'est à surveiller, il faudra retourner sur le site parce que les tranches ici vont changer. Donc quand vous gagnez votre vie et que vous déclarez vos impôts, quand vous gagnez de 0 à 11 497 euros ici, vous payez 0% d'impôt. Voilà, c'est vite réglé. Quand vous êtes dans la tranche de 11 000 à 29 000, vous payez 11% d'impôt. Quand vous êtes dans la tranche de 20, etc., etc. Ok, pas de souci. Après, les impôts sont calculés en fonction du nombre de parts du foyer. Si vous êtes seul, c'est une part. Si vous êtes deux, c'est deux parts, etc. Après, il y a des demi-parts, il y a des parts pour les enfants. Bon, bref, ça dépend de votre situation civile et sociale. Donc, à bien regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit calcul qui est expliqué ici de comment ça fonctionne. Et effectivement, j'ai vérifié avant de faire la vidéo, le calcul est juste. Bon, pour une fois, l'État a fait les choses proprement. Et donc, c'est assez facile de réfléchir à cette situation en disant, tiens, je vais faire un exemple en disant, tiens, ben, si je gagne, ouais, ben, on va dire 30 000 euros. Bon. Si je gagne 30 000 euros, je vais aller jusque dans la tranche, en fait, à 30%. Je vais aller ici. OK. Alors, sur cette tranche à 30%, je vais pas payer grand-chose parce que je vais payer 30% sur 30 000 moins 29 316. Donc, sur 1000 euros, je vais payer 30%. Donc, alors, on dirait c'est toujours trop, mais ça sera quand même, et beaucoup plus que 11%, mais ça sera par rapport aux gens qui sont à 83 000 euros, les gens qui touchent ou qui ont un revenu de 83 000 euros par an, bah évidemment, ça veut dire que dans la tranche de 29 à 83, vous faites 83 moins 30 en gros, hein, bon voilà, ça fait 50 000. En gros, 50 000 euros, vous payez 30% de 50 000, de 50 000 euros en charges et en impôts. Ça fait quand même une somme assez conséquente. Voilà. Donc vous voyez, les calculs sont faits ici. Et puis, ce qui se passe, c'est que vous cumulez la masse de vos impôts et vous la divisez par effectivement votre revenu imposable. On rappelle quand même que le revenu imposable n'est pas le revenu qui est sur votre feuille de salaire ou votre feuille de pension ou votre feuille de revenu, puisque vous avez droit à des déductions avant. Mais ça, bon, c'est de la fiscalité pure. Bah, je vous laisse faire le calcul. Mais c'est intéressant de voir effectivement la tranche d'imposition que vous avez, combien vous payez d'impôts, etc. Mais c'est pas le chiffre le plus intéressant. Le chiffre le plus intéressant, c'est de savoir si vous passez effectivement la barre, si vous êtes dans la tranche des 30% ou pas, ou si vous êtes dans la tranche des 41% ou pas. Alors pourquoi? Eh ben, on passe au suivant. On passe à la fiscalité, effectivement. Euh, alors avant de passer à la fiscalité du PE, on va passer à la fiscalité des valeurs mobilières. Donc les valeurs mobilières, ce sont les valeurs que vous avez en bourse. Voilà, c'est les revenus boursiers en général, on va appeler ça. Voilà, vous avez des revenus, vous avez des pensions, des salaires, vous avez des revenus immobiliers et vous avez des revenus mobiliers. Revenus immobiliers, c'est des revenus si vous louez un local ou une maison, un appartement ou une maison, voilà. Et les revenus mobiliers, c'est les revenus des produits boursiers que vous avez. Et dans ces revenus boursiers, vous avez deux façons de faire votre déclaration euh, qui va vous conduire à une imposition qui est différente. Alors, soit vous faites une déclaration, ce qu'on appelle un prélèvement forfaitaire, et à ce moment-là, sur cette masse de plus-value forfaitaire, vous payerez en fait 31,2%. C'est pas 30% hein, ici.
Parce qu'en 2026, dans le budget 2026, on le sait déjà, et quand il sera publié, ce chiffre de 30% va être modifié, il va être à 31,2. Donc, si vous êtes sur un compte titre ordinaire, banal, et si vous gagnez effectivement 10 000 euros, eh ben vous payerez 31,2% d'impôt sur cette masse. En fait, sur les plus-values, hein, d'accord, il faut gagner l'argent. C'est pas sur ce que vous avez sur votre compte boursier, c'est la plus-value que vous aurez fait en 2026. Donc pour gagner 30 000 euros en bourse, il faut déjà avoir un patrimoine qui fonctionne bien et ne pas s'être beaucoup trompé. Voilà. Mais bon, l'intéressant, c'est ça. Prélèvement obligatoire, je répète, 31,2 a priori, etc. Mais vous avez une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est vous dire, ah non, moi, je préfère payer effectivement mes revenus de plus-value de biens mobiliers, donc boursiers, dans ma tranche d'imposition standard. Évidemment que si vous êtes dans une tranche très élevée à 41%, eh ben, ça n'a aucun intérêt parce que vous allez payer 41% d'impôt dessus. Par contre, si vous êtes dans une tranche à 11% et que vous avez 30 000 euros de plus-value boursière, bah, vous payerez finalement que 11% d'impôt au lieu de 31,2% qui est le prélèvement forfaitaire. Donc, il faut bien réfléchir avant de faire sa déclaration fiscale à quel endroit de gain on est au niveau de ses revenus et à quel endroit de gain on est au niveau de ses plus-values mobilières, donc boursières. Et en fonction de ça, vous faites votre choix, vous dites j'utilise le prélèvement forfaitaire obligatoire, 31,2 je le redis, ou alors je passe effectivement en déclaration, en prélèvement à la source. Voilà, là c'est expliqué, il y a des cases, 2OP, etc. avec l'explication, bon, il faut lire, hein. Vous allez sur le site effectivement d'impôt.gouv, vous allez trouver ça. Donc c'est important, c'est très très important de savoir à quel endroit on est ici. Très très important. Voilà, ça c'est la première question à se poser. Ensuite, il y a le sujet du PEA. Alors le PEA, il a une particularité, c'est qu'il permet de mettre vos plus-values effectivement boursières à l'abri de la fiscalité classique. C'est-à-dire que vous n'êtes plus soumis au prélèvement forfaitaire de 31,2 et vous n'êtes pas soumis non plus à l'imposition sur vos revenus chaque année, puisque vous conservez cette espèce d'enveloppe à part, voilà, et en fait, vous ne payerez en fait qu'à la sortie. Alors, vous ne payerez à la sortie que si vous dépassez la période de 5 ans. Si vous si vous clôturez votre PEA avant les 5 ans, l'État vous rattrape et vous réintègre effectivement ce que vous avez gagné dans l'imposition standard. Voilà. Et puis, vous devez payer les impôts CSG et RDS aussi à la sortie sur ce sujet-là. Donc, le problème de l'État français et de la politique en France, donc je ne citerai personne parce que en fait ça concerne tous les hommes politiques que l'on a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on a ouvert le PEA avec quasiment 0% d'imposition sur les PEA. Et actuellement, l'imposition sur les PEA en mode de sortie est de 18,2%. 18,2%. C'est quand même, ça commence à être sérieux, quoi. Voilà. En sachant que les gens qui sont dans la tranche de 11 000 à 29 315, eux, ils payent 11% d'impôt dessus. Donc, réflexion à avoir un PEA ouvert, oui, savoir si on est dans cette tranche ici à 11, à ce moment-là, c'est plus avantageux de déclarer de payer 11% tous les ans plutôt que de garder 5 ans et en sortie de payer 18,2 ou 8 ans payer 18,2
ou dans 10 ans, dans 20 ans, de payer non pas 18,2, mais peut-être 20%, ou 21, ou 22%, ou 25%, parce que l'État se chargera bien d'augmenter les taxes. Donc là, c'est un peu un choix personnel. Ok? Voilà, si vous voulez des précisions là-dessus, je suis prêt évidemment à en discuter avec vous, il n'y a pas de souci. Une particularité quand même sur le PEA, hein, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle la fermeture d'un PEA et la clôture d'un PEA. Donc clôturer un PEA, ça veut dire, dans l'esprit du langage habituel, c'est-à-dire le fermer complètement. Voilà, donc on va le supprimer, ça s'appelle une clôture. Le fermer, en fait, ça veut dire qu'on ferme les portes d'entrée, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'apporter d'argent dans le PEA et on peut conserver ce PEA pendant encore de nombreuses années et fonctionner à l'intérieur de ce PEA en sachant que on n'apportera plus d'argent dessus. Euh, en général, les gens qui ferment leur PEA sont des gens qui ont rempli leur PEA en totalité. Sinon, je ne vois pas vraiment l'intérêt de fermer un PEA. Bon, allez, je vais supprimer ça et ça qu'on n'utilise plus. Les prélèvements sociaux, ben oui, il y a un peu l'explication de ce que ça représente. Voilà. Moi, je pense que c'est à peu près tout. Sur l'assurance vie. Sur l'assurance vie, j'ai fait volontairement l'impasse de vous parler de la fiscalité, parce qu'en fait, on va le dire de façon très simple, en fait, et c'est là qu'on abordera le sujet des frais, sur le sujet de l'assurance vie, en fait, pour que vous ayez une assurance vie qui soit intéressante, vous devez en fait la garder plus de 8 ans pour échapper à la fiscalité générale, on va dire. Les modes de sortie des assurances vie euh, sont ou de, où ils sont plus intéressants en mode de sortie que les PEA. Ils sont également plus intéressants parce que vous pouvez faire des sorties anticipées annuelles. Vous pouvez tirer, par exemple, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez tirer jusqu'à 4 000 € par an. Ce qu'on appelle faire des avances. Les assureurs peuvent vous accorder des avances de trésorerie si vous avez des masses financières sur ces assurances vie. Donc vous pouvez prendre jusqu'à 4 000 € par an. Ou si vous pouvez le transformer en rente de 4 000 € par an, par exemple, si vous avez des fonds dessus, etc., etc. En fait, le gros avantage de l'assurance vie, c'est plutôt le mode de la transmission, hein, voilà. Donc la transmission assez proche, sachant que la fiscalité générale, notamment sur le conjoint, bon, est pas très lourde en France, mais qu'elle est excessivement lourde, par exemple, sur des liens familiaux plus éloignés. Donc, si vous êtes dans un régime d'oncle, tante, de neveu, nièce, on est tout de suite à 50, plus de 50%. Alors qu'avec l'assurance vie, c'est zéro, au-delà de 8 ans. Bon, donc là, il y a des réflexions à avoir. C'est plus un outil de transmission plutôt qu'un outil d'investissement, hein, l'assurance vie. D'autant que j'en profite pour parler des frais tout de suite. Et je vais le faire à l'envers, c'est-à-dire que je vais parler des frais d'assurance vie, puis après je parlerai des frais de PEA, et après je parlerai des frais de compte titre. Donc pour les frais d'assurance vie, c'est l'endroit où les frais sont souvent les plus importants. Les assureurs ne sont pas des gens très sympathiques, j'ai pas peur de le dire. Alors pourquoi? Parce que à côté de cette fiscalité intéressante qui attire effectivement beaucoup de gens et pas mal de personnes âgées pour faire des transmissions hors fiscalité, hein, puisqu'il faut bien essayer de trouver des véhicules hors fiscalité dans ce pays, eh bien les assureurs font payer des droits d'entrée quand vous achetez un titre, des droits de sortie éventuellement quand vous vendez un titre, euh, des droits de gestion annuels, comme des espèces de frais annuels de conservation, euh, des frais d'arbitrage, si jamais vous voulez vendre et racheter parce que vous êtes sur un véhicule qui ne vous plaît pas, donc des frais d'arbitrage. Et puis ils sont capables de vous inventer encore pas mal d'autres trucs. Euh, donc attention,
Le seul avantage de ça, c'est que tout ça, ça se négocie, et ça doit être négocié systématiquement. Ça, notamment sur les frais de sortie, c'est-à-dire de vente d'un produit et de récupération de l'argent, il y a eu tellement de, je dirais, de conflits que les assureurs se sont beaucoup calmés là-dessus, et, à tel point que les frais de sortie ont quasiment disparu d'énormément de produits, mais il y a encore des produits qui ont des frais de sortie, ce qui est scandaleux. Les frais d'entrée, en général, on les négocie, parce que quand on arrive, on dit, bah oui, je viens chez vous, je vais acheter des produits d'assurance vie dans votre assurance vie, mais si vous me faites un prix. Donc les 5% se transforment en 2,5 ou en 1% ou en 0,5. Voilà, ils arriveront toujours ils veulent toujours conserver quelque chose, mais on peut arriver à négocier. Évidemment, plus vous arrivez avec un patrimoine important, plus la négociation est facile. C'est bien évident. Voilà. Après, sur les frais de gestion annuels, euh, il y a peu ou pas de négociation, mais vous devez demander quels seront les frais annuels de gestion sur ces produits. C'est très important, évidemment, parce que si on vous prend 0,5%, c'est déjà pas mal tous les ans, mais en imaginant qu'on vous prenne 1,5%, par exemple, tous les ans, par exemple, sur vos comptes, sur vos titres, c'est énorme. Pourquoi? Parce que quand vous avez euh, une inflation qui court tous les ans, ben, vous vous battez contre l'inflation pour gagner de l'argent, parce que vous devez toujours gagner plus que l'inflation pour gagner de l'argent. Et vous avez effectivement eu les frais d'entrée que vous allez gommer sur la durée de possession de votre assurance vie, mais les frais de 1,50 tous les ans, ben, c'est une bagarre directe contre l'inflation. Si vous avez une inflation de 2 ou 3%, voire comme aux États-Unis par exemple de 4%, et que vous avez 1,5% de frais annuels sur des titres d'assurance vie dans votre assurance vie, vous êtes à 4,5% de gains à réaliser minimum, voire 5-6 à réaliser minimum pour gagner de l'argent, sinon vous perdez de l'argent. Donc attention, sur le niveau de l'assurance vie, c'est l'endroit vraiment où la bagarre des frais est la plus importante, avec le plus d'impact. Donc c'est pour ça que personnellement, bon, je vais pas raconter ma vie, mais à titre personnel, je suis rentré dans l'assurance vie très tard. Voilà, en disant ça sera de la transmission, mais pour moi, c'est pas de l'investissement intéressant parce qu'il y a trop de frais. Il vaut mieux travailler sur un PEA ou sur des PEA si on a des conjoints. Voilà. Je passe aux frais des PEA. Donc les frais des PEA, ben, ils sont variables suivant les institutions avec lesquelles vous travaillez. Donc il y a des banques qui ont des PEA, la plupart des banques ont des PEA, mais vous avez des institutions sur Internet qui ont des PEA. D'accord? On peut avoir un PEA libre dans une institution Internet, une fintech, hein, les financières technologiques qui ont des PEA ouverts en ligne, ou en général où les frais de garde n'existent pas, en général les frais d'entrée n'existent pas, et les frais de sortie n'existent pas. Vous n'aurez que finalement la fiscalité. Le reste c'est un véhicule, et en fait ces institutions sur Internet ou certaines banques hein, vous offrent ces services en contrepartie de je vais vous téléphoner, vous écrire et vous demander, essayer de vous vendre un autre truc sur lequel je gagnerai de l'argent, puisque sur le PEA je gagne rien. On ferait, j'entends. Voilà, donc avant de souscrire un PEA dans une banque, vous vous demandez toujours, est-ce que je n'aurai pas de frais d'entrée? Est-ce que je n'aurai pas de frais de garde? Etc. sur mes comptes. Ça c'est très important aussi. Il y a encore des banques qui pratiquent des frais de garde annuels et il faut demander à ce qu'ils soient supprimés. Si jamais on vous demande des frais de garde sur un PEA, c'est pas compliqué, vous dites très bien, écoutez, j'ai trouvé une autre banque ou j'ai trouvé une autre institution, tel truc, c'est 0%, donc soit vous faites 0, soit je m'en vais. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un transfert de PEA, ça peut se faire. Le seul problème, c'est que ça prend entre un mois et 2 mois pour arriver à le faire réaliser, parce que les banques sont jamais pressées de le faire. Mais ça peut se faire sans problème. Voilà. Les frais sur les comptes titres ordinaires, ils dépendent en fait de deux choses. Ils dépendent de l'institution avec laquelle vous travaillez et ils dépendent aussi effectivement de votre patrimoine. Donc plus vous avez un patrimoine important, plus vous pouvez discuter avec l'institution en cause et lui dire bah voilà, j'ai un portefeuille de tant d'argent,
Donc, qu'est-ce que vous me proposez? Et vous mettez les gens et les institutions en concurrence, et c'est comme ça que vous arrivez à avoir à la fois pas de frais de garde. Hein, personnellement, je pense que sur un compte titre ordinaire, actuellement, vous ne devez pas avoir de droit de garde, même avec des masses financières relativement faibles. Ça se négocie. D'autant que les fintechs en ligne sur des CTO ne pratiquent pas de droit de garde. Par exemple, Boursorama ne pratique pas de droit de garde sur ses comptes titres. Euh, Par contre, chaque fois que vous allez acheter un titre et vendre un titre, vous allez payer des frais, vous allez payer de la fiscalité. Alors, la fiscalité, vous n'y échapperez pas, mais les droits d'achat et les droits alors, de vente, il y a une partie qui va à l'institution avec laquelle vous travaillez. Donc, je vous donne un exemple parce que je l'ai vécu et je l'ai appris. Voilà, c'est que par exemple, le Crédit Agricole, par exemple, qui est une caisse qui fonctionne sur un mode mutualiste, certes, mais régional, ne pratique pas les mêmes tarifs sur ces centres, sur ces comptes titres ordinaires, selon la région dans laquelle vous travaillez. Si vous êtes parisien, vous payez très cher. Si vous habitez dans une zone à forte population, une zone où il y a relativement de l'argent dans la région péri-parisienne, on va dire. Donc par exemple Rouen, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, la Normandie, etc. Vous allez payer des frais qui sont plus conséquents que si vous vivez dans la Lozère ou au fin fond de la Bretagne. Voilà. Donc rien. Alors je sais que les caisses ne supportent pas qu'on ouvre un compte titre dans une région à laquelle vous n'avez pas d'adresse physique, hein, ils refusent de le faire. Voilà, mais il n'y a aucun motif pour qu'il y ait des tarifs de compte titres ordinaires régionaux. C'est une aberration totale. C'est scandaleux. Il n'y a pas d'autre terme. C'est absolument scandaleux. Donc il faut se battre contre. Vous avez d'autres organismes qui sont organisés en mode mutualiste et en mode régional, c'est les crédits mutuels, par exemple, en France. Ils ont pareil aussi des tarifs qui sont régionaux. Donc, pareil, posez les questions, les tarifs ne seront pas les mêmes si vous êtes à la région PACA, à la région parisienne ou en Lozère ou bien en Savoie. Les tarifs ne seront pas les mêmes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez un peu compris la situation. Et maintenant, on va passer effectivement à l'autre phénomène que je voulais vous montrer. Et je vais reprendre mon petit plan qui est ici, voilà. Parce qu'on a évoqué en fait ces deux points-là, donc on va accélérer là, les frais de banque, assurance et... Je vais pas parler des frais de courtier, en profiter. Je vois que je reviens un peu dessus. Attention, les courtiers, qu'est-ce que c'est qu'un courtier? Un courtier, c'est par définition un intermédiaire, d'accord, qui est normalement, pas toujours, hein, qui est normalement a des compétences. Alors, vous êtes censé lui demander quelles compétences il a et où il a été formé et quelle carte professionnelle il a, hein. Ça, c'est obligatoire de demander à un courtier qui vient essayer de vous vendre des produits. Vous êtes qui monsieur? Vous êtes qui madame? Vous venez d'où? Et vous avez quoi comme carte professionnelle? Et je veux la voir. C'est comme une carte de gendarme hein, qui vient taper votre porte. Exactement la même chose. Et il ne faut pas avoir d'état d'âme avec ça. Première chose. Qu'est-ce que c'est que le métier de courtier? Le métier de courtier, c'est un intermédiaire, d'accord, entre vous et les institutions, banque, assurance, assurance vie, PEA, etc., avec des supports. Les courtiers travaillent beaucoup et gagnent bien leur vie sur la discussion des emprunts immobiliers quand ils font des opérations d'achat et de vente, qu'ils assistent des personnes qui font des achats-ventes immobilières. La plupart des gens font appel à des courtiers pour avoir des taux concernant leur emprunt bancaire d'achat immobilier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un courtier, de toute façon, c'est un intermédiaire, donc c'est une commission supplémentaire. Point barre. Donc vous devez arriver à trouver les mêmes taux aussi bons que le courtier en direct. Si vous n'y arrivez pas, bah oui, vous passez par un courtier, ça va vous coûter, je sais pas, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8% de la masse financière.
Mais normalement, le courtier, si vous êtes un peu malin, vous devez arriver à passer, à le contourner, en gros, hein, voilà. D'autant que vous avez des courtiers qui sont des loulous et qui n'ont pas de carte professionnelle et qui n'ont pas forcément de formation très pointue. Donc attention avec qui vous travaillez. Il y en a des très bons, hein, voilà. Mais il y en a des très bons aussi, je reconnais. Alors les placements, quelle masse financière à investir sur quelle durée? Donc ça, bah, c'est à vous de répondre à cette question. Prenez un petit papier, un crayon, vous marquez ça. Quelle capacité à accepter une perte sur l'investissement? Donc ça, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc il faut que vous ayez une idée préconçue. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire maintenant. Dire ouais, j'accepte de perdre 1%, 5%, 10%, 15%, 20%. Ok, très bien. Et il faut le marquer. Une fois que j'aurai fait ça, est-ce que je vais arriver, cette masse d'argent que j'ai, finalement, je l'ai économisée en combien de temps? Et est-ce que je vais avoir la même chose l'année prochaine ou non? Je vais avoir que la moitié, un tiers ou un dixième de ça. Et est-ce que je vais le mettre au même endroit ou pas? Ou est-ce que j'aurai rien? Ok, donc ça faut un peu l'imaginer parce que c'est important sur la façon d'investir. Et puis, une fois que vous avez ça, bah, vous êtes prêt à choisir un petit peu le véhicule de transport ou l'enveloppe dans laquelle vous allez mettre votre investissement. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la fiscalité avant, des frais avant, pour que vous voyez que, en fonction de votre situation fiscale, de votre situation de frais que vous envisagez, des masses que vous voulez mettre, des masses que vous acceptez de perdre, vous allez pouvoir choisir, dire bon, bah, je vais le faire dans un dans un compte titre ordinaire, je vais le faire dans un PEA, je vais le faire dans un assurance vie. Personne ne peut se mettre à votre place pour savoir si vous voulez faire un investissement en assurance vie pour faire une transmission, si vous voulez cumuler de l'argent pour agrandir votre bien immobilier dans 5 ans ou dans 10 ans, si vous préférez mettre de l'argent de côté pour vous dire bah, dans 5 ans, dans 8 ans, je casserai le truc et puis je partirai en voyage à l'autre bout du monde, etc. etc. Donc ça, c'est tellement personnel que c'est à vous de construire vos objectifs. Voilà. Une fois que vous avez les objectifs, après, un courtier, Internet, quelqu'un peut vous aider. Mais sinon, avant, c'est pas possible. Voilà. Alors maintenant, on va faire une petite recherche pour voir comment on peut faire. Et j'ai marqué ici quels sont les liens intéressants à regarder pour essayer de chercher ce qu'on veut faire. Voilà. Donc il y a des sites, Amundi, ETF, Morningstar, Contalis et puis Internet. Je vais les utiliser en même temps que je vais vous montrer un petit peu des choix grands standards qu'on peut réaliser pour faire un investissement. Donc le premier, c'est des placements peu volatiles dit long terme. Donc c'est quelqu'un qui a de l'argent dont il n'aura pas l'utilité sur 5 8 ans et qui dit je vais mettre ça de côté. Point barre, je verrai après. Donc là, il va acheter quoi? En général, on achète d'abord une maison, un bien immobilier, et après on achète du mobilier, c'est-à-dire des biens boursiers. Mais tout ce qui existe dans la vie, d'accord, peut exister dans les biens boursiers. C'est-à-dire que vous pouvez acheter de l'immobilier papier boursier, d'accord, vous pouvez acheter des obligations, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des SCPI, qui sont des parts de propriété immobilière, société civile immobilière, voilà, et qui apportent en fait des rendements. Donc c'est entre 3, 5, 6%, certaines ça peut aller jusqu'à 7, voilà, 8 certaines, très bien placées, et puis il y a des montages à faire, mais vous pouvez avoir des placements peu volatiles, donc avec un risque quand même amoindri. Plus on fait un choix volatile, c'est-à-dire une variation de prix, plus il faut qu'on soit en capacité d'encaisser des pertes, et moins c'est volatile, en fait, plus on est en capacité de dire bah, je perdrai moins parce que je vais gagner moins. Évidemment, quand vous faites un placement, vous dites je vais faire de l'obligataire, je vais gagner 5% par exemple, ce qui est déjà beaucoup, ou de l'immobilier 4-5%, la SCPI 5-6%. Si vous avez une inflation de 4, ça veut dire qu'en fait, tous les ans, vous allez gagner 2%. Ok? Mais gagner 2% tous les ans avec des intérêts composés, je crois que j'en ai déjà un peu parlé, si on gagne vraiment 2% net, hein, c'est-à-dire tout frais payé,
dans la poche, finalement, au bout de 8 ans, c'est très profitable. Donc, faut pas avoir peur de ça. Il faut être simplement patient. Voilà. Après, un peu plus volatile, vous avez les placements actions. Alors, soit, et ça s'est beaucoup démocratisé, et ça s'est beaucoup répandu à tel point qu'actuellement, évidemment, tout le monde parle des ETF. Et les ETF, qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits qui sont gérés par des institutionnels, d'accord, et qui regroupent soit des paquets d'actions dans des secteurs, soit des paquets d'actions dans des indices. On peut dire c'est l'indice CAC 40 de la France, c'est l'indice Standard Poor's des États-Unis, c'est l'indice Nasdaq des technologies américaines, c'est l'indice Russell ETF 2000 des Américains, c'est le DAX allemand, enfin il y a plein d'indices comme ça, mais ça peut être aussi des paquets d'actions par secteur. Voilà. Si j'ai mis placement action au milieu là, c'est parce que j'ai bien écrit rechercher les secteurs les plus recherchés. C'est une espèce de boutade. Ça veut dire en fait qu'il y a toujours des secteurs qui restent de toute façon prépondérants dans l'activité mobilière boursière. C'est les secteurs bancaires, énergétiques et industriels. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on appelle les biens tangibles, c'est-à-dire réels, alors que la bourse est quelque chose d'irréel, hein. Voilà, il faut bien comprendre ça. C'est quelque chose de très subjectif, la bourse. C'est quelque chose d'irréel qui n'existe pas, en fait, hein. Donc, alors que les biens tangibles, c'est votre voiture avec votre clé, vous mettez dans la voiture, elle est bien à vous, et quand vous tournez la clé, le moteur tourne normalement. Et ça se met en route et ça marche. Ça, c'est un bien tangible. Vous avez un frigidaire, c'est un bien tangible. Vous avez un titre boursier, c'est un bien plutôt intangible. C'est-à-dire qu'il est basé sur des achats, des ventes qui doivent pouvoir se faire, etc., etc. C'est ça qui fait peur d'ailleurs à la plupart des gens. Ceci dit, il y a des secteurs relativement stables et qui sont présents et qui sont quand même relativement sécurisants. C'est les secteurs bancaires, énergétiques, industriels. Parce qu'ils sont toujours présents. Vous avez besoin d'énergie pour vous chauffer, pour vous déplacer, etc. Pour que l'industrie utilise beaucoup d'énergie, pour votre téléphone et les ordinateurs qui mangent des quantités d'énergie, et puis les banques, parce que les banques, elles financent tout. Elles créent de la monnaie, les banques créent de l'argent. Donc, sans banque, il n'y a pas de possibilité d'échange, puisqu'il n'y a pas de monnaie. Donc, banque, énergie, industrie, ce sont des secteurs relativement un peu plus volatiles que ceux que j'ai décrits avant, mais qui sont pas trop volatiles. Voilà, donc là on est plutôt dans une tranche, on va peut-être faire 5 à 10%, ou on peut faire 5 à 10%. Voilà, intéressant. Et puis après, vous avez des placements actions encore un peu plus volatiles, et qui fonctionnent par cycle ou par particularité. On va chercher des choses un peu plus spécifiques, un peu plus spéculatives, un peu plus volatiles. Alors évidemment, on peut en mettre une proportion très faible dans son portefeuille en disant je vais prendre un petit risque en mettant une faible proportion. Ou il y a des gens plus spéculateurs qui vont dire bah moi je vais mettre 30% de trucs un peu plus spéculatifs, un peu plus court terme, un peu plus moyen terme, un peu plus volatile. Ça veut dire qu'il y a plus de risques, ça veut dire qu'il y a ça demande plus de capacité à encaisser des pertes, ça demande plus de surveillance, etc., etc. Donc c'est déjà pour des gens qui ont des patrimoines un petit peu plus importants. Je dirais que si on a 30 ou 50 000 euros à placer, avoir une partie en placement un peu plus spéculatif, ça peut être intéressant parce que ça peut dynamiser les deux autres parties qui sont au-dessus. Voilà, c'est une répartition en fait. Donc en 2025, par exemple, c'était les commodités, les matières premières. Bon, tout le monde a parlé de l'or et de l'argent et tout le monde a vu ça sur la télé ou sur Internet. Donc quand on commence à parler de ça, ça veut dire que de toute façon c'est un peu terminé. Donc voilà. C'est du domaine du trader ou de l'investisseur spéculateur, mais c'est pas du domaine de l'investisseur. L'investisseur, c'est celui qui cherche à gagner de l'argent régulièrement longtemps. En 2026, on aura peut-être un sujet sur les émergents, avec l'Inde, le Brésil, le Vietnam, et pourquoi pas l'Europe, puisque on voit bien qu'il y a quand même une perte de relation avec les alliés américains actuels. Ok, voilà. Alors maintenant, on va aller voir autre chose. C'est les sites.
Alors, je vous montre les sites. Je reviens dans ma page ici. Et je vous montre 3 sites qui me paraissent intéressants. Et puis, je vais vous montrer quelques exemples d'actions, enfin d'ETF, pardon, que j'ai sélectionnés pour vous montrer un peu comment d'ailleurs ce qu'on peut en faire. Voilà. Alors sur le site ici que vous avez qui est Amundi ETF, il est ici, donc vous voyez c'est ici en haut là, amundietf.fr, vous rentrez là-dedans et vous avez là-dedans un moteur de recherche ici, et puis vous avez les produits, et un truc qui est assez intéressant là dans les produits, c'est que ici vous avez une ligne qui s'appelle ETF en plan épargne action. Donc là vous avez toutes les ETF qui existent pour les PEA. Donc si par exemple vous voulez ouvrir un PEA et mettre de l'argent dans un PEA, bah, avec ce site d'Amundi, qui est un des plus gros en Europe et qui fonctionne très bien, des gens sérieux, à mon avis. Et mon avis n'est pas forcément à prendre en compte toujours. Eh bien, vous rentrez là-dedans et ça peut être intéressant. Bon, voilà, première page. Deuxième page, quand vous avez trouvé un petit peu des titres qui vous intéressent, vous avez un autre site qui s'appelle Morningstar. Morningstar, c'est un truc, c'est pareil, vous avez des sections, vous avez les marchés ici, voilà, avec les gars. Alors là, il est en américain, on peut le transformer en français, je suppose, j'ai pas trop regardé, mais au moins ça va, j'arrive à lire un peu. Et puis vous avez les ETF ici. Voilà. Et là, vous avez toutes les ETF, vous pouvez chercher des ETF, c'est pareil, vous avez des moteurs de recherche ici, là, tac, vous tapez un truc, et puis, si je, tiens, on va le faire, parce que j'ai pas fait, on va faire ETF, PE, par exemple. Est-ce qu'il cherche quelque chose? Non, 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 il est en américain, alors il aime pas trop PEA, il comprend pas trop ce que ça veut dire. Plan épargne accès, si je lui dis ETF, plan épargne action France, par exemple. On va voir si les Américains savent de quoi on parle. View all results. Classe, nanana, SCFA. Il n'y a pas l'air de trop marcher, donc à mon avis, il vaudrait mieux le transformer en lecture française, parce que pour l'instant, il ne trouve pas les trucs. Mais il y a des choses très intéressantes, je referai, on en rediscutera une autre fois. Je maintiens que c'est un très bon site et que quand on a un peu l'habitude de travailler dedans, on peut trouver des choses assez intéressantes, hein. Ça, the best stock ETF to buy base to the best portfolio rebalancing. Bon, c'est un peu ancien ça. Portfolio 26, ouais, des belles stocks là, ouais. Il y a quand même des choses à lire si éventuellement on est intéressé. Et un autre site que je vous montre, c'est celui-ci. C'est Cantalis. Donc là-dedans, il y a des fonds, il y a des thématiques. ETF par exemple, ici, hop, par exemple. On va voir ce qu'il nous dit. Voilà. Oups, là, il fait un truc que j'aime pas beaucoup. On va voir s'il fait des trucs. Ouais, il veut nous faire lire une vidéo, non, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, il y a une ligne spécialisée assurance vie, par exemple. Assureur, promoteur, qu'est-ce qu'on peut chercher, abeille, machin. Si vous faites de l'assurance vie, vous pouvez aussi trouver des choses là-dedans. Portefeuille, il y a des portefeuilles clients, des portefeuilles modèles, par exemple. Voilà. Donc il faut s'inscrire, mais il peut vous, si vous voulez trouver un portefeuille modèle PEA, il va vous le faire. Émergent, immobilier. Tiens, on va faire immobilier pour moi. Accès valeur pierre. Bah voilà, ça par exemple, ce sont par exemple Akimo Pierre là, d'accord? Ou si je lui tape par exemple Select Invest. Voilà. Alors évidemment, vous allez dire, bah c'est bien, tu connais les trucs, alors évidemment, il va te les trouver. Bah, pas forcément. Ah si, hop, il l'a trouvé là. Select. Je vais aller trop vite. Select. Select. Invest. Il l'avait trouvé tout à l'heure. Voilà. Select Invest 1. Et il donne une référence. Quand elle lit 00 machin, et puis hop, vous avez le truc là. Rechercher. Oui, ok. Un élément. Ok. SCPI à capital variable. Voilà. Ok. Et après, vous pouvez rentrer dedans.
Alors ça peut se mettre dans un PEA, ça. Ça peut se mettre dans un PEA. Allez, hop, je veux ça, tu me donnes. Allez, t'es hein. Exporter. Bon, oui, pourquoi pas, je sais pas. Un élément. Bon, quand on trouve pas quelque chose, c'est pas compliqué, hein. On fait Select Invest, là, par exemple, et puis on trouve, hein. Et puis on a tout ce qu'on veut. Alors, Select Invest, c'est une SCPI que je connais parce que elle appartient à la Société Générale. Voilà, par exemple, elle est ici, la française. Elle est repartie chez eux. Refusé, ok. France, tac, ok. Étape suivante. Investisseurs privés, tac, tac, professionnels, non professionnels. Ils sont casse-pieds, hein. Voilà, il y a toujours un truc. Voilà, validé. Et là, vous avez tout. Vous avez toute la description de qu'est-ce que. Bah voilà, par exemple, 4,40% par an. On sait tout de suite. Sur 10 ans, ça fait 3,66. Donc si sur 10 ans, on a une inflation qui est inférieure à 3,66 par an, sur 10 ans, hein, tous les ans, eh ben on a gagné de l'argent. Voilà. Ça vaut 530 € la part. Documentation ici, enfin, on trouve, il n'y a pas de problème. Donc ça, on pourra éventuellement en discuter. Bon, je vais vous montrer quand même quelques trucs intéressants que j'avais sélectionnés. Dans les IMO obligataires SCPI, SCPI, je viens de vous en montrer une, mais il y en a une que j'ai trouvée assez sympa, je voulais vous la montrer. Alors, par où on va la montrer? Ben, par ici. J'avais sélectionné celle-ci, là. Amundi ETF, FTSE, EPRA. EPRA, ça veut dire, en fait, immobilier, hein. D'accord, elle est ici. Voilà. Et là, on est dans Amundi ETF. Et là, il vous dit ce qu'il y a dedans. Voilà. Les 10 principales composantes de l'indice, Vonovia, Segro, Unibail qui est très connu, Swissrim qui est très connu, Klebier qui est très connu, Merlin, British machin, etc. Et puis vous avez, qu'est-ce que ça fait? Vous avez la performance. Voilà. Sur 10 ans, sur 3 ans, d'accord, sur 5 ans. Voilà, sur 5 ans, l'immobilier a pris une jolie petite claque là depuis 2021 et là actuellement on est dans une très lente remontée calme qui est très intéressante. C'est à mon avis un assez bon moment. Vous pouvez avoir les prospectus et tout là. Il faut pas y passer des plombes hein, quand même. Voilà. Alors je vais vous montrer quand même un autre truc parce que moi je travaille avec un autre outil qui s'appelle PRT ou voilà, avec lequel je fais de la bourse, vous le savez bien. Mais dans PRT, il y a un truc qui est vachement sympa. C'est ça. C'est que on tape le code ISIN. Je tape ici, hein, le code ISIN. Le code ISIN, c'est le code de référence, effectivement, de chacun des supports ou des titres ETF qui existent sur le marché. Ils ont tous un code spécifique et on le retrouve ici. Amundi EPRA Europe. Voilà. On l'a. Et là, on peut le regarder en mensuel. Donc ça, c'est une bougie, c'est un mois. Ok, d'accord. Bah, on voit que, comme je vous disais, en 2021, là, 2021, 2020, 2021, on était dans des zones relativement hautes des prix. Jup là. Octobre 2022, on est en bas de cycle. Ok. Et là, on voit bien que ça c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que c'est un truc tranquille. Parce que c'est un placement qui permet effectivement d'imaginer, pas trop le regarder en jour et en ça c'est du jour, ça c'est de l'heure et ça c'est de la semaine. Mois, semaine. Mois, ici là, quand on fait ça c'est mois et ici c'est semaine. Voilà. Et là quand on le regarde en semaine, on voit bien qu'il est dans une espèce de plat consolidation. Moi je vois bien aller remonter ici quoi. Je vois bien passer de 338 à 432 quoi. Pour moi, ça me paraît une chose possible. Voilà. Donc pour moi, c'est un assez joli placement. On a un autre que j'avais trouvé, que je vais vous montrer, mais alors celui-là, il faudra regarder, je ne sais pas s'il est accessible au PEA, donc on peut regarder ici si on peut le mettre en PEA ou pas. Souvent ils le disent, c'est un ETF en euros, non, 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 non. Bah, il faut regarder, il faut chercher s'il est accessible au PEA. Ça, c'est à vérifier, hein, parce que là, j'ai pas regardé.
Un autre que j'ai trouvé dans ce cadre-là, lui qui n'est pas accessible au PEA, mais au CTO classique, je trouve assez intéressant. J'ai cherché avant de VB5M. Alors c'est pareil, je suis en train de taper le code. C'est ça. Voilà, ici. Donc ça qu'est-ce que c'est? Vanguard, Live Strategy 40%. Ok. En fait, Vanguard, c'est une société qui édite et qui fabrique des produits. Live Strategy, c'est comme une assurance vie, mais avec 40% d'actions à l'intérieur. C'est ça que ça veut dire. Alors ça existe en 20%, en 40%, en 60% et en 80%. Si on prend par exemple un Vanguard Live Strategy 20%, par exemple, vous aurez une faible volatilité avec une rentabilité qui va être de l'ordre à 4 à 5%. Garantie. On peut essayer de la chercher. On va essayer de la chercher dans les produits que j'avais mis ici. Alors, il ne sera pas dans Amundi, parce qu'Amundi, vous ne verrez que de l'Amundi. Mais si je les cherche là-dedans, par exemple, si je lui dis IE00, BM, VB5, M21, est-ce qu'il va le trouver? Allez, essayez de me trouver ça. Voilà, il trouve le 40%. Il le trouve ici. Ok, super. Bon, on va aller le voir. Je sais qu'il existe en 20%, en 40 et en 60 et en 80. Mais si on veut faire du peu risqué, il faut faire du 20%. Il ne faut pas faire du 40. Bah, c'est quand même pas mal quand on regarde la courbe. Hein. 2024, 2024-2025, sympathique. On voit bien que ça a bien marché, quoi. C'est la croissance. Il y a peut-être d'autres choses à voir. Oui, il y a d'autres choses à voir. Les charts, par exemple, ici. Hop, on voit que c'est... Voilà. Alors ça, c'est one day, ici. Hop, hop. 1 month, 3 months, year, 1 year, 5 heures max. On peut faire 3 mois. Allez, 1 mois. Tac. Et on voit bien ce que ça a donné. On voit bien 2000... Alors, là, on est en mois, donc on voit bien qu'au mois de décembre 2025, il était ici, aux alentours de 29, il est monté à 30, il a l'air revenu à 29,83. On va en faire en année. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous voyez qu'on trouve, hein. Bon, ça m'intéresse pas, moi, ce que je veux, c'est 5 ans. Pour avoir du recul, pour voir. Bah voilà, on voit bien quand même. Alors évidemment, si vous l'avez acheté à 27, en 21-22 quand c'était le plus haut, parce que ça correspond à de l'obligataire. Et donc l'obligataire et l'immobilier, ça va un peu ensemble. C'est ce qu'on a vu avec l'immobilier tout à l'heure. 21-22, on était un peu sur un pic, biou, on se prend un truc, alors évidemment, 23, ça fait mal aux dents, quoi. Parce que si on l'a acheté ici, si on l'a acheté à 27 et qu'on se retrouve à 23, ouais, c'est ça. Donc, ça fait 4, donc on a perdu 20%. Ok, donc il y a des gens qui n'accepteront pas de perdre 20%. Mais si les gens qui sont têtus qui ont gardé, bah, ils se retrouvent actuellement à 29. Alors comment on fait? Ça va être un bel exemple, très intéressant, pour expliquer comment on fait. Donc on ne fait jamais, je vais prendre un exemple, j'ai 30 000 euros. D'accord. Et je me dis, bon, j'ai 30 000 euros, je vais mettre 10 000 euros sur 3 ETF différents. D'accord. Bah, sur le premier ETF où je vais mettre 10 000 euros, et ben, ce que je vais faire, comme je ne sais pas ce qui va se passer là, après, je ne sais pas si je vais revenir ici à 27 ou si je vais aller à 32, qu'est-ce que je vais faire? Ben,
D'abord, je vais essayer quand même pas de le prendre au plus haut, je vais essayer de le prendre plutôt dans un pic bas. Voilà, je vais essayer de le prendre ici, essayer de le prendre ici, 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 ici. Toujours prendre dans un pic bas, toujours, ici. Je vais pas aller chercher un truc qui est ici. Non, ça se fait pas. C'est pour ça que la porte d'entrée est quelque chose d'important. Mais, premièrement, je vais aller chercher dans un trou, en disant, bah, je l'ai pris en bas, donc même si ça se descend encore, déjà, je pourrais le conserver plus longtemps. C'est la première chose. Deuxième chose, au lieu de mettre 10 000 euros d'un coup sur le truc, je vais mettre un tiers de position. Je vais dire, je vais mettre, allez, je vais mettre 3 000 euros. Je fais l'exemple. Je suis ici, je mets 3 000 euros. Ça monte, je me dis, ouais, super. Ça rebaisse, ouais, peut-être. Allez, je remets 3 000 parce que c'est un trou. Ok, ça monte, ça monte, ça monte. Entre ici 25 et ici, effectivement, 27 et des poussières, 2, j'ai gagné en fait 10%. J'ai gagné 10% sur un an. Qu'est-ce que je fais? Ou 15% sur un an. Qu'est-ce que je fais? Je prends des bénéfices. Je prends des bénéfices. Je prends mes bénéfices. Ok? Je revends une moitié, par exemple, de ce que j'ai. Parce que ça monte et que je vois que là, ça décroche. Ok? Ou je conserve. Et si je conserve, ça veut dire que ici, je vais racheter, ici, je vais racheter. Comme je n'ai mis que 3 000 et 3 000, il me reste 3 000. Bon. 3 000 ici, 3 000 ici, 6 000. Bon, j'ai pas le réflexe, je vends pas. Mais ça baisse. Je conserve, je conserve, je conserve, je conserve. Je conserve. Ici, je suis à 25. J'étais à 25 ici. Ici, j'étais à 20, oui, 25. Ici, je suis à 24. Donc j'ai acheté à 25, je suis à 24. J'ai pas perdu beaucoup, j'ai perdu 10%. J'avais gagné 10 et j'ai perdu 10. Si je rachète un troisième tiers ici, en me disant tac, 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 et on peut regarder à quel moment on le fait le faire, et après je conserve, voilà, 23, 24, 25, et je passe mon temps comme ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder une ou deux fois, une fois par mois, je dirais, une fois par mois. Voilà. Est-ce que j'ai conservé? Bah, c'était le même que j'avais ici sur ma... Voilà, ici. Donc on voit bien 21, 22 ici. Et évidemment, là c'est assez intéressant de le regarder parce qu'on voit bien à quel endroit il faut l'acheter. Il faut l'acheter ici, il faut l'acheter, voilà, faut l'acheter ici. C'était assez logique hein, de l'acheter ici, ici dans les points bas. Là c'était achetable, là c'était achetable, là c'était achetable, là c'était achetable. Mais ça fait un, 2, 3, 4, 5, 6 points d'achat. 6 points d'achat pour arriver finalement à un moment à ce que ça pète et finalement qu'on arrive à dépasser notre investissement et à un prix moyen qui est intéressant. Donc voilà, c'est ça qui est difficile, c'est de regarder à quel moment il faut faire les investissements. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est délicat à faire. Voilà. Mais avec un peu de temps, un peu d'expérience, un peu d'assistance, ça se fait vraiment très très bien. Voilà. Il y a un autre truc que je vais trouver, mais je ne sais pas si on va le trouver. Je vais vous le taper, qui est un peu dans le même truc sécuritaire. Ouais, c'est ça. Voilà. Titelt 3, 5. J'aurais bien aimé trouver un. En fait, c'est des obligataires. Donc là, c'est 0 à 6 mois, 1 à 3 ans. Mais je voudrais du 10 ans, moi. Je voudrais du bond. Ah, ici. Ici, par exemple, on a un. Bon, c'est pas le même, hein, mais c'est un obligataire à 10 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est très sécurisé, peu volatile, voilà, peu volatile. Alors, on gagne pas beaucoup, mais tous les ans, on encaisse les coupons, on encaisse les coupons annuels des actions gouvernementales. Donc, on ne prend pas beaucoup de risques. On prend pas beaucoup de risques. Et tous les ans, on est payé d'un coupon, voilà, qui est de 4%, 5%.
et on a un prix du support qui est stable. C'est assez intéressant, il y a des gens qui font ça, et on est bien dans le cadre du peu volatile. Dans les autres que j'avais trouvé, j'ai trouvé aussi, je vais pas vous parler de la troisième ligne, mais je peux peut-être vous parler d'un autre truc qui est l'Europe. Parce que quand même, faut croire à l'Europe. Et puis je vous ferai encore deux autres trucs et après j'arrête. Amundi. Tox. Enfin, tout ce que je tape là, vous pouvez le taper dans Internet. Vous tapez ISIN, parce que ISIN ça veut dire quel est le code de l'Amundi Stocks Europe 50. Il est là, ici, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce truc-là, ça veut dire, Amundi c'est la société dont on a parlé. Et ça, c'est les 50 premières actions européennes, les plus grosses actions européennes. Et on voit bien que depuis qu'on a un grand rouquin irlandais, un peu mégalomane, narcissique, et qui nous les brise petits et menus, et ben l'Europe, elle monte. Voilà, voilà, elle monte, et elle continue à monter, et je vois pas pourquoi elle continuerait pas à monter. Elle va bien, l'Europe va bien. Voilà, les 50 premières entreprises européennes, qui sont principalement des financières, des énergétiques et des bancaires, comme par hasard, elles fonctionnent et elles marchent. Ce que vous voyez ici, c'est intéressant, parce que vous me dites, faut toujours se placer dans le cas difficile. Je suis client, j'ai envie d'acheter, je me dis, ah c'est super, etc. Et puis, ah ça monte, ça monte, ça monte, j'achète. Ok, j'achète là. Et bam, c'était 128 et je me retrouve à 110. Ah, j'ai perdu 18 euros, j'ai perdu 20% de ma mise. Ok, regardez ça. Puis vous avez les traders ici, là, en dehors de cette ligne-là, qui achètent ici. Et eux, ils ne perdent pas 18, ils gagnent 18. D'accord? Donc, si on rentre à force, ce qui n'était pas une bonne idée de rentrer ici, parce que ça monte trop vite et on ne fait pas ça. Ok, mais qu'on a rentré un tiers ici et qu'on se prend une grosse claque, il faut avoir la résilience de dire j'accepte de perdre combien, je reviens vraiment là-dessus, c'est très important. 5, 10, 15, 20. Ok. En général, les plus grosses baisses, c'est 10, 15. Quand on dépasse 15, c'est très rare. C'est une fois tous les 4 ans. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé ce grand V là, ce V, on appelle ça un V reversal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'annonce de Donald Trump quand il est arrivé, il a pris le pouvoir en janvier 2025 et qu'il a dit au mois de mai, tout le monde, nanana, c'est moi le plus fort, le plus beau, je taxe l'Europe, je taxe ci, je taxe ça, je taxe tout le monde. Et là, il a créé un vent de panique boursier, et ouf, grosse baisse. Et puis finalement, on a dit, bon, ben, on va discuter. C'est remonté. Je vous rappelle quand même que récemment, il a refait le même coup, dire, je vais retaxer le Canada, le machin, le bidule, le truc. Deuxième effet de Monsieur le Rouquin, peanuts, zéro, que dalle. Voilà. D'accord? Donc, évidemment, mais encore bien nous inventer un truc bizarre. On est bien d'accord. On voit ici qu'on passe, ça c'est du mode heure ici, on passe de 141 ici à 137. Bah là, ça c'est un point d'achat. Ici, là, c'est un point d'achat. Et encore, voilà. Donc, vous voyez, intéressant. Banque, énergie, industrie, ça marche bien, c'est super. Il faut savoir qu'il y a des Amundi Stock Europe 600 énergie, que sur l'énergie par exemple. On va essayer d'aller le chercher. Amundi. Ouais, j'ai travaillé quand même. Hein. Et voilà, il est ici.
Oui, je le tape et puis on le trouve assez vite, hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Stock Europe, énergie, screen, je sais pas quoi. Ouais. ESG, non, pas ESG, non, non, c'est pas ESG. Ouais, ça doit être celui-là, on va voir. Alors, j'ai pas regardé la courbe, mais voilà. Ça, c'est pépère tranquille, hein. Voilà. Bon père de famille. Je gagne pas grand-chose, je vais prendre les dividendes, et puis d'un seul coup, pof, ça démarre. On va pas l'acheter maintenant, hein. Voilà. Le truc à pas faire. On n'achète pas ça. On n'achète pas ça parce qu'on achète ici, qu'on revient ici, on pleure. Voilà. Mais dans un mois, dans 3 mois, il y aura peut-être quelque chose à faire, envisager. Ça peut être très intéressant. Voyons un peu Amundi. Je vais le rechercher ici. Amundi. Alors, stocks. Oui, je fais la recherche en direct, hein, je suis pas plus malin que les autres, hein. 600. Voilà, il en trouve plein. Voilà. Il en trouve. Ah, stop, mais non, pas stop. Stocks. Peut-être même qu'en lui mettant stocks 600, ils vont en trouver plus. Parce que là, il trouve Europe. Mais il trouve les banques, par exemple. Voilà, là, il trouve l'Europe en général. Et ici, par exemple, il trouve les banques. On va regarder celui-là, parce qu'on a déjà vu l'autre. Alors, c'est celui-là. On appuie dessus. Et là, il va nous dire plein de choses. Dernière valeur, cours de gestion. Ah, frais de gestion, 0,30. Performance depuis le début de l'année. Les banques, 4,1. Intéressant. Distribution, ça donne des dividendes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? HSBC, Banco Santander, Banco, Unicredit, BNP, Intesa, Barclays. Donc vous achetez toutes les banques d'Europe, les plus grosses banques d'Europe. À la Deutsche Bank, là, ils ont du plomb dans l'aile, mais bon, ils les ont gardées. Ok, très bien. Performance, bah voilà. Ouf. 2021. 2021. 2021, on part de 2021. Oh purée. On était à. Ouf. Indice de référence 62. Bon, faut regarder la courbe là. Là, faut regarder la courbe. C'est vrai que ça a beaucoup monté, hein. Là, ça a fait vraiment très très fort. On va le mettre sur 3 ans par exemple. Pas mal. Ça doit être Trump là. Ouais, c'est ça. Trump, merci. Ok, mais avant, regardez, avant Trump. Regardez avant Trump. Regardez. No problème. No problème. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte régulièrement. Un discours politique, boum boum, et c'est reparti. Alors avec des petites variations, d'accord. C'est pour ça que je répète, il faut acheter dans les trous là. Acheter dans les trous. J'en profite pour descendre ce qu'on appelle le DAC. Il y a des investisseurs, des traders, des influenceurs, surtout des influenceurs d'ailleurs, qui disent bah, c'est pas compliqué la bourse, pas compliqué. Tous les mois vous achetez 100 euros d'Amundi Banque machin, voilà. Et puis vous cassez pas la tête, tous les mois vous achetez 100 euros. Et puis ça va, la moyenne va se tisser, comme ça monte tout le temps, bah, finalement vous allez suivre, ok, un coup vous allez acheter en haut, un coup vous allez acheter en bas, et puis un coup vous allez acheter en haut, en bas, mais finalement, si vous achetez, en gros, c'est ça qu'ils veulent dire, vous achetez en haut ici, vous achetez en haut ici, 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 vous allez payer cher, mais vous serez quand même gagnant parce que ça va monter. C'est un raisonnement complètement idiot, mais complètement idiot. Parce que ici, il revient là. Vous avez perdu beaucoup plus que si vous avez acheté tous les trous. Donc, il faut acheter les trous. Et vous n'achetez pas à échéance tous les mois. Là, vous achetez, oui. Là, éventuellement, vous achetez. Ici, vous achetez. Ici, vous achetez. Ici, vous achetez. Voilà. Donc, vous faites une petite liste d'ETF qui correspondent à votre profil, qui correspondent à vos envies.
Vous recherchez avec les moteurs de recherche ce qui peut correspondre et puis, bon, vous demandez éventuellement qu'on vous aide pour le faire et après avec de la patience, on rentre dans les trous en plusieurs fois, on sécurise l'entrée et avec ça, tout va bien. C'est ce que je pense. Voilà et en tous les cas, c'est ce que je fais et puis, bah, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas si malheureux que ça. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une excellente soirée, j'arrête les bêtises, j'arrête tout et je mets ça en ligne. À bientôt et bon dimanche.